Les prisons que nous allons aborder dans cette vidéo redéfinissent le sens de la souffrance. Les conditions y sont si brutales, si inhumaines, que de nombreux détenus croient que la mort serait une délivrance miséricordieuse face à la brutalité incessante. De la prison de Garama au Rwanda, au désespoir suffocant de la prison Black Dolphin en Russie, ces établissements ne se contentent pas de punir, ils tuent l'esprit humain. Découvrons ensemble certaines des pires prisons au monde, en commençant par la prison Black Dolphin en Russie. Prison Black Dolphin, Russie. Cette prison de haute sécurité abrite environ 700 détenus, mais ce ne sont pas des prisonniers ordinaires. Collectivement, ils ont commis environ 3500 meurtres, soit en moyenne 5 par détenu, ce qui a valu à Black Dolphin la réputation d'héberger les criminels les plus brutaux du pays, y compris des tueurs en série, des cannibales et des terroristes. Le nom informel de la prison provient d'une statue glaçante située à l'entrée du bâtiment, fabriquée par les prisonniers eux-mêmes, un dauphin noir symbolisant la notion de liberté qu'ils ne pourront jamais atteindre ici. La seule évasion possible est la mort, car tous les détenus purgent des peines de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La gravité de leur crime est seulement égalée par la sévérité de leur punition. À leur arrivée, les détenus sont dépouillés de leur identité et soumis à un régime qui est la définition même des conditions sévères. Ils vivent dans une cellule à l'intérieur d'une autre cellule, où l'espace est si confiné que 2 détenus partagent à peine 5 mètres carrés. Les cellules sont situées derrière 3 ensembles de portes en acier, garantissant qu'aucun soupçon d'espoir d'évasion ne puisse pénétrer leur esprit. La routine quotidienne à Black Dolphin est minutieusement conçue pour minimiser tout semblant de confort ou de contrôle. Les détenus sont sous surveillance vidéo 24 heures sur 24, avec des gardes faisant des rondes toutes les 15 minutes pour garantir une vigilance constante. Lorsqu'ils quittent leur cellule, les détenus sont forcés de marcher courbés en avant, une pratique unique à Black Dolphin qui permet un contrôle maximum et prive le détenu de toute vue sur son environnement, empêchant ainsi les tentatives d'évasion ou les attaques soudaines contre les gardes. Les bandeaux sur les yeux sont courants lorsque les détenus sont déplacés en dehors de leur cellule, garantissant qu'ils n'acquièrent jamais une compréhension complète de la disposition de la prison. Cette désorientation ajoute à la pression psychologique qu'ils subissent chaque jour. Il n'y a pas de cours de promenade à Black Dolphin, l'exercice consiste plutôt à faire des allers-retours dans une cellule plus grande. Pendant ce temps, leurs cellules sont rigoureusement inspectées pour détecter des objets interdits. L'absence de cafétéria signifie que les détenus prennent leurs 4 repas par jour dans leurs cellules, composés principalement de soupe et de pain. Les seules possessions autorisées sont des livres, des journaux et une radio, qui servent de connexion à un monde extérieur qu'ils ne peuvent que rêver. Les histoires des détenus de Black Dolphin sont aussi terrifiantes que les conditions qu'ils endurent. Nikolai Azanov, purgant une peine de réclusion à perpétuité pour un meurtre familial atroce, parle de la force mentale requise pour survivre. Si vous pensez constamment à pourquoi vous êtes ici, ce qui vous attend, que vous ne serez jamais libre, que vous êtes laissé seul ici, vous ne tiendrez tout simplement pas, dit-il. Le fardeau psychologique est immense, chaque aspect de leur vie, du réveil au sommeil, étant strictement réglementé et contrôlé. Alors que vous êtes encore en train de digérer les niveaux de brutalité que les détenus endurent à Black Dolphin, il serait juste de préparer votre esprit pour ce qui suit, car la prochaine prison sur cette liste est probablement bien pire. Prison de Kamiti Maximum, Kenya. La prison de Kamiti Maximum est située en périphérie de Nairobi, au Kenya. Établie dans les années 1970, cette prison de Kamiti Maximum, Kenya. La prison de Kamiti Maximum a été conçue pour héberger certains des criminels les plus dangereux du pays. Avec ses hauts murs, ses clôtures électriques et sa surveillance stricte, Kamiti est devenu synonyme du niveau ultime d'incarcération au Kenya. Initialement construite pour détenir environ 1400 détenus, la prison a vu sa population dépasser de loin sa capacité prévue. Cette surpopulation a conduit à des conditions déplorables, les détenus étant souvent contraints de dormir par terre en raison du manque de lits et d'espace. Les installations sanitaires sont lamentablement inadéquates pour le nombre de prisonniers, ce qui entraîne des épidémies de maladies et une lutte constante pour une hygiène de base. La vie à Kamiti est une bataille quotidienne pour la survie, comme le déclarent Omar, Ismaël, Steven et Tony, anciens détenus de Kamiti. Ils affirment en effet que la nourriture fournie est à peine suffisante pour maintenir le corps humain en vie, manquant souvent de quantité et de nutrition. L'accès aux soins médicaux est limité et, lorsqu'il est disponible, il est souvent de qualité médiocre. Le fardeau psychologique sur les détenus est immense, avec des rapports faisant état de problèmes de santé mentale répandus au sein des murs de la prison. Voici comment se déroule une journée typique. À 20 h, les portes des cellules sont fermées et les prisonniers se rassemblent dans leur dortoir pour un comptage. À 21 h, ils sont censés être endormis.
Cependant, en raison du manque de literie, les détenus dorment sur des matelas usés avec des couvertures usées, partageant souvent les matelas avec 2 ou 3 personnes. Le manque d'espace est si grave que les prisonniers doivent se relayer pour s'allonger ou se retourner. Les matelas étant en mauvais état, les détenus, manquant de fournitures de base comme du papier toilette, déchirent des morceaux des matelas pour les utiliser dans les toilettes. La prison est également connue pour son régime strict. Les détenus sont soumis à un emploi du temps rigoureux avec peu ou pas de liberté personnelle. Les gardiens sont réputés pour leur approche inflexible en matière de discipline, et des histoires de brutalité et de violation des droits de l'homme ont été divulguées au fil des années. Malgré ces conditions, ou peut-être à cause d'elles, Kamiti a été le théâtre de plusieurs tentatives d'évasion audacieuses, certaines devenues légendaires. L'un des événements les plus sensationnels de l'histoire de Kamiti a eu lieu au début des années 2000, lorsque des détenus condamnés à mort ont réussi à sortir de leur cellule et à escalader les murs de la prison. Cette évasion a provoqué une chasse à l'homme à l'échelle nationale et a révélé la débrouillardise et le désespoir de ceux incarcérés dans les murs de Kamiti. Un autre événement notable qui a mis Kamiti sous les projecteurs a été la capture et la détention subséquente des membres du groupe terroriste Al-Shabaab. Ces détenus de haut profil ont apporté de nouveaux défis à l'administration pénitentiaire, y compris la nécessité de mesures de sécurité renforcées pour prévenir toute évasion potentielle ou attaque interne. Prison de terre haute, États-Unis. Fondée dans les années 1940, cette institution basée en Indiana a été créée comme un symbole de la philosophie correctionnelle moderne, distincte des prisons punitives du passé. Pourtant, au fil des décennies, la prison est devenue un complexe de haute sécurité, un réservoir pour ceux jugés trop dangereux ou trop notoires pour les établissements ordinaires. La structure de la prison de terre haute est divisée en parties distinctes, chacune servant un but unique dans le système correctionnel fédéral. Le pénitencier de haute sécurité, la section la plus redoutable, est un lieu de confinement strict où la surveillance est constante et la liberté un lointain souvenir. À côté se trouve l'Institut correctionnel fédéral de sécurité moyenne et un camp de sécurité basse, complétant une série de mesures de contrôle et d'isolement de plus en plus strictes. Au sein du pénitencier de haute sécurité, l'unité de confinement spécial se distingue. C'est ici que les détenus fédéraux prison de terre haute, États-Unis. Les détenus condamnés à mort passent leur journée souvent en isolement solitaire en attendant l'issue des appels ou l'exécution de leur peine. L'unité, opérationnelle depuis les années 1980, peut accueillir jusqu'à 50 détenus, chacun confiné dans une petite cellule qui devient leur monde. Les conditions dans l'unité de confinement spécial ont longtemps été sujettes à controverse. Des rapports ont fait état de conditions gravement inadéquates, avec des détenus faisant face à des refus systématiques de soins médicaux de base et de services de santé mentale. L'Union américaine pour les libertés civiles, ACLU, a mis en lumière ces problèmes en 2008, peignant un tableau sombre de la vie sur le couloir de la mort. Le bruit incessant, le manque d'interaction humaine significative et la monotonie implacable sont d'y pousser les limites de l'endurance psychologique. Les détenus dans l'unité de confinement spécial sont confinés dans leurs cellules 22 à 24 heures par jour, les repas étant livrés par une fente dans la porte. Le seul répit à cette isolation est la possibilité 3 fois par semaine de passer du temps dans des cages extérieures, bien loin d'une véritable récréation. La communication avec le monde extérieur est sévèrement limitée, les détenus ayant un accès restreint à un téléphone, à des emails ou à une bibliothèque, le tout sous stricte surveillance, 2 visites non physiques de 2 heures par mois, un appel téléphonique de 15 minutes par semaine, et tout sujet à filtrage et évaluation. La notoriété de la prison de terre haute ne découle pas seulement de ses détenus actuels, mais aussi de son histoire d'exécution. Depuis la réinstauration de la peine de mort fédérale dans les années 1980, quelques détenus ont été exécutés dans ces murs. La chambre d'exécution, équipée pour les injections létales, est un rappel de la punition ultime que le système judiciaire peut imposer. Prison de Garama, Rwanda. Vous pourriez être tenté de penser que les prisons les plus dangereuses au monde existent uniquement en Russie et aux États-Unis. La prison de Garama, au Rwanda, est la définition ultime de l'enfer en cellule. C'est bien pire ici. Après le génocide de 1994, la prison de Garama s'est transformée d'une simple institution correctionnelle en un paysage cauchemardesque où le concept même des droits de l'homme semblait disparaître dans l'air épais et oppressant qui enveloppait ses détenus. Conçus à l'origine pour héberger 400 prisonniers, les murs de Garama ont rapidement dû contenir un nombre inimaginable d'âmes, plus de 2000 hommes entassés dans un espace si confiné que chacun dispose de moins de la moitié d'un mètre carré. Brigitte Roon, du Comité international de la Croix-Rouge, raconte que la surpopulation dans la prison est telle que les prisonniers sont privés du besoin humain de se coucher et de se reposer. Ainsi, les prisonniers se retrouvent à rester debout jour et nuit.
Le sol sous leurs pieds est devenu un terrain de reproduction pour les maladies et infections, entraînant de nombreux cas d'amputation. Beaucoup de prisonniers, pieds nus sur des sols mouillés et sales, souffrent de pieds pourris. Selon Brigitte, l'air à l'intérieur de la prison est lourd de l'odeur du désespoir humain, la montée des voix, les cris de douleur et les supplications sont un rappel constant de la souffrance qui envahit chaque centimètre de l'établissement. Les conditions sont si désastreuses que les visiteurs, en entrant, sont immédiatement confrontés à une mer de visages et une foule de corps, un reflet clair de l'inhumanité qui se déroule dans les murs de la prison. Les installations médicales, ou leur absence, sont une condamnation à mort en soi, avec seulement un médecin à temps plein et une poignée de travailleurs de la santé. L'équipe médicale est désespérément mal équipée pour gérer l'augmentation des cas d'infections cutanées, de plaies et de malnutrition. L'hôpital voisin de Cap-Guéhi, également dépassé par ses limites, ne peut pas répondre aux besoins écrasants de traitement d'urgence, laissant de nombreux prisonniers languir et mourir dans la cour sordide. Les conditions de vie ont été si épouvantables que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que d'autres organisations humanitaires, ont tenté de lancer des appels urgents pour une intervention internationale. Pourtant, malgré ces cris de désespoir, le nombre quotidien de décès à Garama continue d'augmenter, avec une demi-douzaine de vies perdues chaque jour dans l'étreinte impitoyable de la maladie et de la négligence. Peut-être avez-vous regardé Prison Break et comparé cela avec Garama? Les conditions ici sont rien de moins que horrifiantes. À Garama, vos chances de sortir vivant sont minces. Il ne fait aucun doute que Garama est un enfer sur Terre. Prison ADX Florence, USA. La prison ADX Florence est la prison la plus sécurisée des États-Unis. Ici, la vie quotidienne est une routine monotone conçue pour minimiser le contact humain et maximiser la sécurité. Les cellules d'ADX Florence ne sont pas simplement des pièces, ce sont des tombeaux en béton où les détenus passent 23 heures par jour en solitude. Chaque cellule mesure à peine 2 x 3,5 mètres avec une porte épaisse et insonorisée et une petite fenêtre qui ne laisse entrer qu'un mince rayon de lumière. Le mobilier. Prison ADX Florence, USA. Les cellules d'ADX Florence sont dépouillées et inflexibles, avec un lit en béton, un bureau et une chaise intégrés dans la structure de la pièce. Une seule lumière fluorescente fournit une illumination constante et brutale, et le seul éclat de couleur vient des combinaisons et du linge de lit des détenus. Travis Duzanbury, un ancien détenu, se souvient comment il se réveillait toujours au son des portes qui claquent alors que le petit déjeuner est livré par une fente. Les repas se prennent seuls dans le silence de leurs cellules, la nourriture étant simple et répétitive, avec peu de variations pour marquer les jours. Comme le dit Travis, après le petit déjeuner, ils avaient droit à une heure de récréation, mais même cela est une affaire solitaire. Ils étaient escortés jusqu'à une petite cage extérieure entourée de hauts murs et de fils barbelés, où ils pouvaient marcher en cercle ou simplement rester debout, respirant l'air frais si rare dans leur existence confinée. La communication avec le monde extérieur est sévèrement restreinte, les détenus ont un nombre limité de correspondances et d'appels téléphoniques surveillés, mais ces privilèges peuvent être révoqués à tout moment. La prison fonctionne selon un code de silence strict, parler à d'autres détenus est interdit et les murs épais étouffent toute tentative de conversation. La seule interaction autorisée se fait par des poignées de main à travers le maillage des cages de récréation, un contact fugace rappelant leur humanité partagée. L'isolement n'est pas seulement physique, il est aussi psychologique. La solitude constante affecte la santé mentale des détenus, menant à un état connu sous le nom de syndrome SHU, caractérisé après le génocide de 1994, la prison de Garama s'est transformée d'une simple institution correctionnelle en un paysage cauchemardesque où le concept même des droits de l'homme semblait disparaître dans l'air épais et oppressant qui enveloppait ces détenus. Conçus à l'origine pour héberger 400 prisonniers, les murs de Garama ont rapidement dû contenir un nombre inimaginable d'âmes, plus de 2000 hommes entassés dans un espace si confiné que chacun dispose de moins de la moitié d'un mètre carré. Brigitte Roon, du Comité international de la Croix-Rouge, raconte que la surpopulation dans la prison est telle que les prisonniers sont privés du besoin humain de se coucher et de se reposer. Ainsi, les prisonniers se retrouvent à rester debout jour et nuit. Le sol sous leurs pieds est devenu un terrain de reproduction pour les maladies et infections, entraînant de nombreux cas d'amputation. Beaucoup de prisonniers, pieds nus sur des sols mouillés et sales, souffrent de pieds pourris. Selon Brigitte, l'air à l'intérieur de la prison est lourd de l'odeur du désespoir humain, la montée des voix, les cris de douleur et les supplications sont un rappel constant de la souffrance qui envahit chaque centimètre de l'établissement. Les conditions sont si désastreuses que les visiteurs, en entrant, sont immédiatement confrontés à une mer de visages et une foule de corps, un reflet clair de l'inhumanité qui se déroule dans les murs de la prison. Les installations médicales, ou leur absence, sont une condamnation à mort en soi,
avec seulement un médecin à temps plein et une poignée de travailleurs de la santé. L'équipe médicale est désespérément mal équipée pour gérer l'augmentation des cas d'infections cutanées, de plaies et de malnutrition. L'hôpital voisin de Cap Gailly, également dépassé par ses limites, ne peut pas répondre aux besoins écrasants de traitement d'urgence, laissant de nombreux prisonniers languir et mourir dans la cour sordide. Les conditions de vie ont été si épouvantables que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que d'autres organisations humanitaires, ont tenté de lancer des appels urgents pour une intervention internationale. Pourtant, malgré ces cris de désespoir, le nombre quotidien de décès à Garama continue d'augmenter, avec une demi-douzaine de vies perdues chaque jour dans l'étreinte impitoyable de la maladie et de la négligence. Peut-être avez-vous regardé Prison Break et comparé cela avec Garama? Les conditions ici sont rien de moins que horrifiantes. À Garama, vos chances de sortir vivant sont minces. Il ne fait aucun doute que Garama est un enfer sur Terre. Prison ADX Florence, USA. La prison ADX Florence est la prison la plus sécurisée des États-Unis. Ici, la vie quotidienne est une routine monotone conçue pour minimiser le contact humain et maximiser la sécurité. Les cellules d'ADX Florence ne sont pas simplement des pièces, ce sont des tombeaux en béton où les détenus passent 23 heures par jour en solitude. Chaque cellule mesure à peine 2x 3,5 mètres avec une porte épaisse et insonorisée et une petite fenêtre qui ne laisse entrer qu'un mince rayon de lumière. Le mobilier. Prison ADX Florence, USA. Les cellules d'ADX Florence sont dépouillées et inflexibles, avec un lit en béton, un bureau et une chaise intégrés dans la structure de la pièce. Une seule lumière fluorescente fournit une illumination constante et brutale, et le seul éclat de couleur vient des combinaisons et du linge de lit des détenus. Travis Duzanbury, un ancien détenu, se souvient comment il se réveillait toujours au son des portes qui claquent alors que le petit déjeuner est livré par une fente. Les repas se prennent seuls dans le silence de leurs cellules, la nourriture étant simple et répétitive, avec peu de variations pour marquer les jours. Comme le dit Travis, après le petit déjeuner, ils avaient droit à une heure de récréation, mais même cela est une affaire solitaire. Ils étaient escortés jusqu'à une petite cage extérieure entourée de hauts murs et de fils barbelés, où ils pouvaient marcher en cercle ou simplement rester debout, respirant l'air frais si rare dans leur existence confinée. La communication avec le monde extérieur est sévèrement restreinte, les détenus ont un nombre limité de correspondances et d'appels téléphoniques surveillés, mais ces privilèges peuvent être révoqués à tout moment. La prison fonctionne selon un code de silence strict, parler à d'autres détenus est interdit et les murs épais étouffent toute tentative de conversation. La seule interaction autorisée se fait par des poignées de main à travers le maillage des cages de récréation, un contact fugace rappelant leur humanité partagée. C'est par des hallucinations, de la paranoïa et de la dépression. Malgré cela, les soins de santé mentale sont minimes, et les détenus ont souvent du mal à faire face au désespoir omniprésent dans la prison. Pour ceux qui enfreignent les règles, la punition est rapide et sévère. L'unité de logement spécial, ou SHU, est un lieu d'isolement encore plus grand où les détenus peuvent être confinés pendant des jours ou des semaines sans aucun contact humain. Les gardiens, connus sous le nom de « Goon Squad », sont équipés d'équipements anti-émeutes et formés pour réprimer toute forme de dissidence par une force écrasante. La vie à ADX Florence est un cycle de répétition et de privation conçu pour briser l'esprit des détenus. Les jours se fondent les uns dans les autres, marqués seulement par la routine des repas, des récréations et des périodes de confinement. La prison est un monde à part, fonctionnant selon ses propres règles et régulations, un lieu où le concept de réhabilitation est éclipsé par l'impératif du contrôle. Prison de Mendoza, Argentine. Examinons maintenant une prison spécifique en Argentine qui a récemment causé un tollé en raison de la gestion des détenus, la prison de Mendoza. Mendoza est notoire pour ses émeutes mortelles et violentes, mais quel pourrait être le motif de ce mécontentement? Il doit y avoir quelque chose. À l'origine conçue pour accueillir 600 détenus, la prison de Mendoza a vu sa population gonfler à plus de 1600 individus. Le résultat est un niveau catastrophique de surpopulation qui a poussé la capacité de la prison à son point de rupture et au-delà. Les cellules de la prison de Mendoza, conçues pour l'isolement, abritent désormais 4 à 5 détenus chacune, mesurant seulement 2,6 mètres x 1,8 mètres. Ces espaces exigus forcent les prisonniers à se relayer pour dormir en raison du manque d'espace. La surpopulation est telle que de nombreux détenus se retrouvent contraints de dormir sur le sol en béton, dépourvus de matelas ou de literie de base. Virginia Choppy, une ancienne détenue de Mendoza, raconte qu'avec un système d'égout défectueux, les prisonniers n'ont d'autre choix que d'utiliser des sacs plastiques et des bouteilles comme toilettes de fortune, une atteinte à leur dignité et un grave danger pour la santé. Les conditions de vie désastreuses sont aggravées par la rareté des soins médicaux.
Les détenus souffrant de maladies chroniques et aiguës se retrouvent en lutte désespérée pour obtenir attention et traitement. Les rapports de blessures non traitées, d'infections et de propagation rapide de maladies contagieuses sont fréquents, peignant un tableau sombre de négligence et de souffrance. Le manque de soins adéquats a conduit à des décès évitables, avec 22 détenus ayant perdu la vie dans des circonstances entourées d'ambiguïtés et de questions sans réponse. Amnesty International a été un critique vocal des conditions dans la prison de Mendoza, soulignant l'incapacité de l'institution à respecter les droits humains de base. Dans un mémorandum adressé au gouverneur de la province de Mendoza, l'organisation a détaillé le traitement épouvantable des prisonniers, y compris des allégations de torture et de mauvais traitement de la part du personnel pénitentiaire. Le mémorandum a appelé à une intervention internationale immédiate et approfondie. Investigation sur ces abus, exigence de responsabilité et mise en œuvre de mesures pour protéger les droits des personnes incarcérées. L'impact psychologique de vivre dans un tel environnement ne peut être sous-estimé. La menace constante de violence, l'imposition arbitraire de punitions et les périodes prolongées de confinement dans des cellules surpeuplées ont un lourd impact sur la santé mentale des détenus. Les incidents d'automutilation et les tentatives de suicide ne sont pas rares, de nombreux prisonniers peinant à faire face à la pression et au désespoir omniprésent qui imprègnent leur existence quotidienne. Prison de Diyarbakır, Turquie. Construite en 1980 par le ministère de la Justice, la prison de Diyarbakır est rapidement devenue le centre de la controverse et un symbole d'oppression, en particulier contre la population kurde. Après le coup d'État de septembre 1980, la prison a été convertie en centre de détention militaire sous la loi martiale. Plus de 650 000 personnes ont été incarcérées, et la période qui a suivi, tristement célèbre comme la période de barbarie, a vu des tortures systématiques et généralisées. Les murs de Diyarbakır ont absorbé les échos de la souffrance, les prisonniers étant soumis à des traitements inhumains. Les rapports font état de chocs électriques appliqués aux parties les plus sensibles du corps humain, de l'extraction des ongles et des dents, et de la présence hantée d'un berger allemand nommé Joe, dont le seul but était d'infliger des tortures génitales, dépeignant un enfer sur terre. La notoriété du chien et les cauchemars sensoriels qu'il a créés pour les prisonniers sont devenus une légende sombre dans l'histoire de la prison. Les abus ne se limitent pas à la torture physique, la guerre psychologique est également menée contre les détenus, avec des simulations d'exécution et des menaces de violence sexuelle utilisées pour briser leurs esprits. L'environnement de la prison est conçu pour déshumaniser ses occupants, leur ôtant leur dignité et les réduisant à de simples ombres de leur ancien moi. La surpopulation est également un problème critique, avec des rapports de prisonniers asphyxiés dans des cellules exiguës, leurs corps entassés les uns sur les autres dans une horreur de négligence. Les prisonniers kurdes ont été les principales victimes de la brutalité, la prison étant devenue un outil de assimilation forcée et de suppression de l'identité kurde. La torture systématique à Diyarbakır a alimenté la montée du Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, qui continue de résister à l'État turc jusqu'à aujourd'hui. Malgré les horreurs, la résilience de l'esprit humain se manifeste. Nuran Shamla Maraza, une ancienne détenue, se souvient des conditions épouvantables, déclarant « Nous étions 7 femmes dans une cellule pour 25 prisonniers. En tant que femmes, nous ne sommes pas égales aux hommes, mais dans le donjon de Diyarbakır, nous étions égales, subissant la torture, l'isolement, les exercices militaires, etc. Pendant des années, nous avons vécu en prison ce que les soldats vivent dans leurs casernes. » Son témoignage, ainsi que celui de nombreux autres, a mis en lumière les atrocités commises au sein de ces murs. La notoriété de la prison a atteint des niveaux internationaux, les organisations de droits de l'homme signalant les violations. En 2010, les cours européennes ont constaté des violations des articles après un massacre dans une salle de visite ayant laissé 8 prisonniers morts. La déclaration du gouvernement turc selon laquelle il s'agissait d'une émeute a été accueillie avec scepticisme, car le schéma d'abus et de décès à Diyarbakır était bien documenté. Camp 14, Corée du Nord. Situé à environ 55 miles au nord de Pyongyang, en Corée du Nord, ce camp de prisonniers politiques, également connu sous le nom de Kwanliso numéro 14, est un établissement où le concept même des droits de l'homme est inexistant. Le camp, s'étendant sur 60 miles carrés, est un royaume de cruauté conçu pour punir ceux considérés comme des ennemis de l'État. Les prisonniers, estimés à environ 15 000, sont soumis à des conditions qui défient l'imagination. Ils sont les âmes malheureuses prises dans l'étreinte impitoyable d'une politique Camp 14, Corée du Nord. Le Camp 14, également connu sous le nom de Kwanliso numéro 14, est un établissement où le concept même des droits de l'homme est inexistant. Ce camp, s'étendant sur 60 miles carrés, est un royaume de cruauté conçu pour punir ceux considérés comme des ennemis de l'État. Les prisonniers, estimés à environ 15 000,
sont soumis à des conditions qui défient l'imagination. Ils sont les âmes malheureuses prises dans l'étreinte impitoyable d'une politique appelée « la punition des 3 générations », où non seulement l'individu accusé d'un crime est incarcéré, mais également toute sa famille, souvent à vie. Au sein du camp 14, les prisonniers sont dépouillés de leur nom et de leur identité, réduits à de simples numéros. Ils sont contraints à des travaux épuisants, comme extraire du charbon, s'occuper des cochons et cultiver des champs du lever au coucher du soleil. Les rations alimentaires sont maigres, entraînant une malnutrition généralisée et la famine. Une seule erreur, un moment de repos ou un acte perçu comme une défiance peuvent entraîner des passages à tabac brutaux ou des exécutions publiques, servant d'avertissement sévère aux autres. L'expérience de Shine Dong-yuk dans le camp 14 est un reflet de la volonté humaine de survivre contre vent et marée. Né dans le camp en raison des crimes présumés de son père, Shine n'a jamais connu la chaleur de l'amour familial ni la liberté de choix. Sa vie était un cycle de travail forcé, de faim constante et de peur. À l'âge de 14 ans, il a subi une torture par le feu pour une tentative d'évasion échouée de sa mère et de son frère, un événement qui a conduit à leur exécution et lui a laissé des cicatrices indélébiles, tant physiques qu'émotionnelles. Le récit de Shine, détaillé dans son livre Échappé du camp 14, décrit en détail les horreurs quotidiennes auxquelles les détenus sont confrontés, l'exécution d'une jeune fille pour la possession de quelques grains de blé et la surveillance constante sous laquelle ils vivaient ne sont que quelques exemples des atrocités commises dans les clôtures électrifiées du camp. Les implications plus larges de l'existence du camp 14 sont vastes, il représente un symbole du mépris flagrant de la Corée du Nord pour les normes internationales des droits de l'homme et l'état de droit. Le fonctionnement du camp exacerbe les tensions dans les relations internationales alors que les grandes puissances tentent de faire face à ces violations tout en naviguant dans les complexités de la diplomatie avec un régime reclus et imprévisible. Prison de Gani, Géorgie. La prison de Gani, située dans la capitale géorgienne Tbilissi, est tristement célèbre pour ses conditions brutales et les violations des droits humains déchirantes, en faisant l'une des prisons les plus dangereuses au monde. Officiellement connue sous le nom d'institution pénitentiaire numéro 8, Gani a acquis une infamie internationale, surtout après qu'une série d'incidents troublants a éclaté au grand jour au début des années 2010, mettant en évidence les abus systémiques, la corruption et le traitement inhumain des détenus. La notoriété de la prison a culminé en 2012 lorsque des vidéos choquantes montrant des prisonniers soumis à de sévères passages à tabac, des abus sexuels et de la torture par les gardiens sont apparues. Ces vidéos, diffusées par des chaînes de télévision géorgiennes, ont provoqué une indignation nationale et internationale, entraînant des manifestations massives en Géorgie et des répercussions politiques significatives. La divulgation publique de ces abus a conduit à la démission de plusieurs hauts responsables, dont le ministre des Corrections, et a joué un rôle déterminant dans la défaite électorale du parti au pouvoir à l'époque. Les conditions à la prison de Gani sont déplorables. La surpopulation est un problème chronique, avec des cellules souvent surpeuplées, accueillant le double ou le triple de leur capacité prévue. Cette surpopulation sévère exacerbe les tensions entre les détenus, entraînant des affrontements violents fréquents. Les nécessités telles qu'une alimentation adéquate, de l'eau propre et des soins médicaux sont insuffisantes, contribuant à une détérioration de la santé au sein des murs de la prison. Les détenus signalent vivre dans des conditions insalubres avec un accès limité aux produits d'hygiène et aux installations, augmentant le risque de maladies infectieuses. Les abus et la torture des prisonniers sont systématiques et profondément enracinés. Les rapports des anciens détenus et des organisations de droits de l'homme révèlent une culture de l'impunité parmi le personnel pénitentiaire, qui engage régulièrement des abus physiques et psychologiques. Les méthodes de torture comprennent des passages à tabac sévères, l'isolement prolongé dans des cellules sombres et de diverses formes d'abus sexuels. Ces traitements ne sont pas seulement punitifs, mais servent aussi à extraire des confessions ou à punir ceux qui défient l'autorité de la prison. Un ancien détenu anonyme se souvient en détail de la torture à laquelle il a été soumis, il me battait, m'insultait pendant la torture, me noyait dans un seau d'eau et me menaçait. Ils m'ont arraché les ongles, endommagé le crâne, brisé les os des jambes, les côtes, le nez et les dents. J'ai 43 ans, mais je ressemble à un vieil homme. Je tombe souvent en marchant. La corruption est également endémique à la prison de Gani. Les gardiens et les fonctionnaires extorquent souvent de l'argent aux détenus et à leurs familles en échange de privilèges de base ou de protection. Cette exploitation aggrave les conditions déjà désastreuses, car ceux qui n'ont pas de moyens financiers sont laissés plus vulnérables aux abus et à la négligence. De plus, un rapport de 2016 de la Commission des droits de l'homme et de l'intégration civique du Parlement géorgien a documenté des incidents de torture en Géorgie de 2004 à 2012. Les victimes ont signalé des abus sévères, y compris des coups portés à la tête avec la crosse d'une arme, des poignets brisés par un pied de garde, et la coercition à fournir des preuves sous l'influence de somnifères.
Bien que les horreurs se produisant à Gagny, Kamiti ou même Terreau soient brutales, cela nous pousse à reconsidérer les fondements éthiques de nos systèmes pénitentiaires. Atteignons-nous la justice si la méthode de punition inflige plus de mal que de bien? Si vous avez apprécié cette vidéo, découvrez nos autres vidéos passionnantes sur la chaîne. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine vidéo.